Une jeune femme est arrivée à vélo au manoir du millionnaire, mais il était resté paralysé en voyant le pendentif qu'elle portait. C'était le même qu'il avait offert à sa fille, avant qu'elle ne disparaisse il y a 25 ans. Le soleil couchant baignait les vignobles de Bourgogne d'une lumière dorée, tandis que Henri Valois contemplait l'horizon depuis la terrasse de son manoir. 25 ans, 25 longues années s'étaient écoulées depuis ce jour funeste où sa fille, sa petite Élise, avait disparu sans laisser de traces. « Monsieur, votre dîner est servi !» annonça doucement Albert. Le vieux majordome qui avait traversé avec lui ces décennies de chagrin. Henri fit un geste vague de la main. « Plus tard, Albert, je n'ai pas faim. » Albert soupira discrètement. À 68 ans, Henri Valois restait un homme imposant. Avec ses cheveux poivres, et celles soigneusement coiffées, et son port altier, mais les rides profondes qui marquaient son visage, et ce regard perpétuellement absent, trahissaient une âme brisée, qui n'avait jamais guéri. « Comme vous voudrez, monsieur. Je laisserai votre repas au chaud. » Quand Albert se retira, Henri resserra son écharpe autour de son cou. Octobre apportait déjà sa fraîcheur aux soirées bourguignonnes. Demain marquerait l'anniversaire de la disparition. 25 ans, jour pour jour, un quart de siècle à vivre comme un fantôme dans sa propre demeure. Le domaine des Valois n'avait pas toujours été ce lieu sinistre que les villageois évitaient désormais. Henri se souvenait encore des rires qui résonnaient dans les couloirs, des fêtes somptueuses dans la grande salle de bal, de la joie qui illuminait chaque recoin de cette maison autrefois si vivante. « Papa, regarde-moi !» La voix cristalline d'Élise semblait encore flotter dans l'air. Henri ferma les yeux, submergé par les souvenirs, sa fille sur la balançoire que lui-même avait installée sous le grand chêne, ses boucles blondes volant au vent, tandis qu'elle riait aux éclats, d'un pas lourd. Il quitta la terrasse et traversa le salon principal. Les meubles Louis XV, recouverts de housses blanches, ressemblaient à des fantômes figés dans le temps, hormis le petit salon où il passait ses soirées. La plupart des pièces du manoir restaient fermées, préservées comme des reliques d'une époque révolue. Henri monta lentement l'escalier central. Ses pas résonnaient sur le marbre, unique son dans ce silence oppressant. Il s'arrêta devant une porte, la seule du couloir qui était décorée, une plaque en bois sculptée où était gravé le nom « Élise » en lettres délicates. Sa main tremblait légèrement quand il tourna la poignée. La chambre d'Élise était exactement comme le jour de sa disparition. Le lit à baldaquin avec ses draps roses, la coiffeuse en bois clair, les étagères remplies de livres et de poupées, sur un chevalet, près de la fenêtre, un dessin inachevé, une maison, un arbre et une famille à moitié esquissée. Henri s'approcha de la commode où trônait une boîte à musique en porcelaine. Il l'ouvrit délicatement. Une mélodie douce s'en échappa, au clair de la lune, tandis qu'une petite danseuse tournait lentement. À côté de la boîte, dans un écrin de velours, reposait le jumeau du pendentif qu'il avait offert à sa fille. Une rose bleue en argent finement ciselé, un bijou unique, fait sur mesure pour sa princesse. Elle aurait 30 ans aujourd'hui, murmura-t-il pour lui-même. Des coups discrets à la porte interrompirent sa contemplation. « Pardonnez-moi, monsieur, » dit Albert en entrant. « Commissaire Leroy au téléphone, il dit que c'est important. » Henri reposa l'écrin et suivit son majordome jusqu'au bureau. Le commissaire Leroy était le dernier à avoir travaillé sur l'affaire avant que le dossier ne soit classé non résolu. Il appelait chaque année à cette date. Par respect, ou peut-être par culpabilité, Leroy, dit simplement Henri en décrochant. « Monsieur Valois ?» répondit une voix grave à l'autre bout du fil. « Je voulais prendre de vos nouvelles avant l'anniversaire. » Comme chaque année, commissaire, je suis toujours là, et elle, toujours absente. Un silence inconfortable s'installa. Puis le roi s'éclaircit la gorge. « J'ai pris ma retraite le mois dernier, » annonça-t-il. « Mais je tenais à vous dire que je n'ai jamais oublié Élise, son dossier. C'était mon plus grand échec. » Henri se raidit. « Vous n'êtes pas le seul à avoir échoué, Leroy. J'ai échoué bien plus que vous. J'étais son père. J'aurais dû la protéger. » Ce jour-là restait gravé dans sa mémoire. Un dimanche d'automne. Élise jouait dans le jardin pendant qu'il discutait affaires avec son associé de l'époque, Lucien Derville. Quand Albert était venu annoncer que le thé était servi, Élise avait disparu, comme ça, en quelques minutes à peine. « Vous savez, reprit Leroy hésitant,
Je n'ai jamais cru à la théorie de l'enlèvement crapuleux. Ça sentait le règlement de compte. Henri se frotta les tempes. Cette conversation, il l'avait eue des dizaines de fois. Si vous avez des preuves contre quelqu'un, dites-le franchement, s'agaça-t-il. Des preuves, non, mais des soupçons, toujours. Et maintenant que je suis à la retraite, je n'ai plus rien à perdre. Qu'est-ce que vous insinuez, Leroy? Que je vais continuer à chercher, Monsieur Valois, pour ma conscience et pour Élise. Après avoir raccroché, Henri resta immobile, le regard perdu dans le vague. À travers la fenêtre, il pouvait voir le jardin où sa fille avait disparu. Les roses blanches qu'il faisait planter chaque année en son souvenir étaient en pleine floraison. Albert entra silencieusement, tenant un plateau avec une tasse de thé fumante. « Pourquoi n'irions-nous pas en ville demain ?»« Monsieur, suggéra-t-il doucement, cela vous ferait du bien de sortir un peu. » Henri secoua la tête. « Je ne quitterai pas la maison demain, Albert, et si jamais elle revenait ?» Le vieil homme ne répondit pas. Après toutes ces années, il savait qu'il était inutile d'argumenter. Henri vivait entre ces murs comme un gardien de phare. Veillant sur une mer vide, attendant un navire qui ne reviendrait jamais, cette nuit-là, comme tant d'autres avant elle, Henri se réveilla en sursaut, le visage baigné de larmes. Toujours le même cauchemar, Élise qui l'appelle à l'aide. Et lui, paralysé, incapable de la rejoindre, il enfila sa robe de chambre et descendit à la cuisine. La pendule indiquait 3 heures du matin. Il se servit un cognac et le but d'un trait. « À quoi bon tout ça ?» murmura-t-il dans le silence. Sa fortune, son domaine viticole, ses investissements, tout ce qu'il avait construit n'avait plus aucun sens depuis qu'elle n'était plus là. Demain serait un autre jour. Un jour comme les autres, où il attendrait un miracle auquel il ne croyait plus vraiment. Ce que Henri ignorait, c'est que le destin, parfois, se plaisait à tisser d'étranges motifs dans la toile de nos vies, et que parfois, après 25 ans d'attente, les miracles finissaient par se produire. Le lendemain matin, une fine brume enveloppait le domaine des Valois. Albert s'affairait déjà dans la cuisine quand un bruit inhabituel attira son attention, le grincement de la grille d'entrée, que personne n'avait franchi depuis des semaines. Par la fenêtre, il aperçut une silhouette approchant lentement dans l'allée centrale. Une jeune femme sur une bicyclette rouillée, qui avançait en zigzagant sur les graviers. « Monsieur !» appela-t-il en montant précipitamment à l'étage. « Il y a quelqu'un !» Henri, qui n'avait presque pas dormi, finissait de nouer sa cravate devant le miroir. « Qui ça ?» demanda-t-il sans manifester d'intérêt particulier. « Une jeune femme, monsieur. Je ne l'ai jamais vue par ici. » En temps normal, Henri aurait demandé à Albert de s'en occuper. Mais aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. Peut-être était-ce la conversation avec Leroy qui l'avait troublé, ou simplement cette date anniversaire qui le rendait plus vulnérable. Il décida de descendre lui-même. Dans la cour, la jeune femme avait posé sa bicyclette contre un buis taillé et contemplait la façade du manoir. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Mince, les cheveux châtains noués en une tresse négligée, elle portait un jean usé et une veste en toile trop grande pour elle. « Puis-je vous aider, mademoiselle ?» demanda Henri en s'avançant. Elle sursauta légèrement, comme si elle s'éveillait d'une rêverie. Son visage s'éclaira d'un sourire timide. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Jeanne Mercier. J'ai vu votre annonce pour un poste d'aide-jardinier dans le journal local. » Henri fronça les sourcils. Il n'avait passé aucune annonce. Maurice, le jardinier qui entretenait le domaine depuis 3 décennies, n'avait jamais mentionné avoir besoin d'aide. « Je crains qu'il n'y ait erreur, mademoiselle. Nous n'avons pas... » Il s'interrompit brusquement. Son regard venait de se poser sur le cou de la jeune femme, où brillait un pendentif, un bijou en argent, une rose bleue finement ciselée. Le monde sembla vaciller autour de lui. C'était impossible. Ce pendentif était unique, créé par un joaillier parisien sur ses indications précises. Il en existait seulement 2 exemplaires. L'un qu'il avait offert à Élise pour ses 5 ans, l'autre qui reposait dans sa chambre. « Monsieur, vous vous sentez bien ?» s'inquiéta la jeune femme en voyant son visage devenir livide. Henri se ressaisit avec effort. « Ce pendentif, où l'avez-vous eu ?» Jeanne porta instinctivement la main à son cou, comme surprise par la question. « Je l'ai depuis toujours. Ma mère adoptive m'a dit que je le portais déjà quand ils m'ont recueilli. »« Adoptive ?» répéta Henri, la voix presque inaudible. « Oui, j'ai été adopté très jeune. » Henri sentit ses jambes fléchir sous lui. Albert, qui observait la scène depuis le perron, s'empressa de venir le soutenir. « Monsieur devrait rentrer. »
dit le majordome d'un ton ferme. « L'air est encore frais ce matin. »« Non, » protesta faiblement Henri en se redressant. « Je vais bien. » Il dévisagea Jeanne plus attentivement. Ses traits n'évoquaient en rien ceux d'Élise, ni les siens d'ailleurs, et pourtant, quelque chose dans la façon dont elle inclinait légèrement la tête. « Venez, mademoiselle, entrez prendre un café, nous discuterons de ce poste de jardinier. » Albert lui lança un regard interrogateur qu'Henri ignora délibérément. Il conduisit la jeune femme jusqu'au petit salon où il prenait habituellement ses repas. C'était la seule pièce véritablement habitée du manoir. « Alors, » dit-il une fois qu'ils furent installés et qu'Albert eut servi le café, « parlez-moi de vous, Jeanne. » Elle hésita un instant, visiblement intimidée par ce luxueux manoir, et cet homme au regard intense. « Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai grandi dans une famille modeste à Auxerre. Mon père adoptif était mécanicien. Ma mère s'occupait de nous. J'ai 2 frères, aussi adoptés. J'ai fait quelques petits boulots après le lycée. Maintenant, j'économise pour reprendre des études de botanique. Et pourquoi venir chercher du travail si loin d'Auxerre ? J'ai eu envie de changer d'air, répondit-elle en détournant légèrement le regard. Et puis, ce coin de Bourgogne m'a toujours, attirée. Elle but une gorgée de café pour masquer son embarras. C'est idiot, n'est-ce pas ? Comme si je connaissais cet endroit sans y être jamais venu. Henri sentit son cœur s'emballer. Il s'efforça de garder une expression neutre. Ce n'est pas idiot du tout. Les lieux ont parfois une étrange façon de nous appeler à eux. Il observa ses mains fines qui entouraient la tasse. Des mains de musicienne, comme celle de sa défunte épouse. « Vous avez de l'expérience en jardinage ?»« Oui, » acquiesça-t-elle avec enthousiasme. « J'ai travaillé dans une pépinière pendant 1 an. Et j'ai toujours eu un don avec les plantes. » Elle rougit légèrement avant d'ajouter « Mais je comprends si vous n'avez pas besoin d'aide. Je me suis peut-être trompée d'adresse. »« Non, » l'interrompit Henri. « En fait, notre jardinier se fait vieux. Une aide lui serait précieuse. Le poste est à vous si vous le souhaitez. » Albert, qui était resté en retrait près de la porte, ne put retenir un mouvement de surprise. « Vraiment » s'exclama Jeanne, incrédule. « Merci, monsieur. Valois, Henri Valois. Merci, monsieur Valois, je ferai de mon mieux. Je vous le promets. » Les formalités furent rapidement réglées. Jeanne commencerait dès le lendemain. Henri proposa même qu'elle occupe l'une des chambres de l'aile des domestiques, ce qu'elle accepta avec reconnaissance. Alors qu'Albert la raccompagnait à la porte, Henri resta immobile, submergé par des émotions contradictoires, l'espoir et la crainte, l'excitation et le doute. Était-ce possible ? Après toutes ces années, quand Albert revint, son visage exprimait clairement sa désapprobation. « Monsieur, si je peux me permettre, est-ce bien raisonnable ? Ce pendentif, Albert, vous l'avez vu ?» Le vieil homme soupira. « Oui, monsieur, je l'ai vu, mais une simple coïncidence. Il n'existe que 2 exemplaires de ce bijou dans le monde entier, » l'interrompit Henri. « Et elle a l'âge qu'aurait Élise aujourd'hui. Elle a été adoptée. Elle ressent une connexion inexplicable avec cet endroit. Monsieur, » dit doucement Albert, « je comprends votre espoir, mais nous avons déjà connu ces déceptions. Rappelez-vous cette jeune fille, il y a 10 ans. » Henri balaya l'objection d'un geste de la main. « Cette fois, c'est différent, je le sens. » Au même moment, la sonnerie du téléphone retentit dans le hall. Albert alla répondre, puis revint quelques minutes plus tard. « C'était Maxime, monsieur. Il arrive cet après-midi pour le week-end. » Un léger sourire adoucit le visage d'Henri. Maxime était le petit-fils d'Albert. Un brillant étudiant en médecine que Henri avait pris sous son aile depuis la mort de ses parents. Le jeune homme de 28 ans était probablement ce qui se rapprochait le plus d'une famille pour lui désormais. « Parfait », murmura-t-il. « Parfait. » Une idée venait de germer dans son esprit. Maxime pourrait l'aider. Discrètement, il pourrait observer cette jeune fille, peut-être même l'interroger. Dehors, Jeanne enfourcha sa bicyclette et s'éloigna lentement. Elle s'arrêta un instant près du grand chêne et leva les yeux vers la vieille balançoire dont les cordes usées pendaient tristement. Un frisson inexplicable la parcourut. Pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas, elle avait l'impression d'être enfin rentrée chez elle. Maxime Lefort arriva au manoir en début d'après-midi, sa vieille Peugeot crachotant dans l'allée de gravier, grand et élancé, avec des lunettes à monture fine qui lui donnaient un air sérieux. Il n'avait rien du médecin compassé qu'il aspirait à devenir.
À peine eut-il franchi le seuil que son grand-père l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. « Comment va notre futur docteur ?» demanda Albert en le débarrassant de sa veste. « Épuisé, mais vivant », répondit Maxime avec un sourire. « Les gardes aux urgences vont me tuer avant que j'obtienne mon diplôme. » Il s'interrompit en voyant Henri descendre l'escalier. Le vieil homme semblait différent, plus alerte, plus présent. « Henri, vous avez l'air en forme », s'exclama-t-il, surpris par ce changement subtil. « Maxime », répondit Henri en lui serrant vigoureusement la main. « Ton arrivée ne pouvait pas mieux tomber. Nous avons à parler. » 1 heure plus tard. Les deux hommes se trouvaient dans le bureau d'Henri, un verre de cognac à la main malgré l'heure peu avancée. Maxime écoutait, incrédule, le récit de la matinée. « Vous pensez sérieusement que cette fille pourrait être… » Il n'acheva pas sa phrase, tant l'idée lui semblait improbable. « Je ne sais pas quoi penser », admit Henri. « Mais ce pendentif ne peut pas être une simple coïncidence. » Maxime se frotta la nuque, perplexe, depuis qu'il était enfant. Il avait entendu parler d'Élise Valois, la petite princesse disparue. Son grand-père lui avait raconté comment ce drame avait transformé le manoir en mausolée et Henri en ombre de lui-même. Il avait aussi été témoin des faux espoirs qui avaient périodiquement ravivé puis brisé le cœur de cet homme. « Et vous voudriez que je… Quoi exactement ?» Henri se pencha vers lui, les yeux brillants d'une intensité nouvelle. « Que tu l'observes, que tu lui parles. Elle se méfiera moins d'un jeune homme comme toi. Découvre tout ce que tu peux sur son passé, sa famille d'adoptive, comment elle a obtenu ce pendentif. » « Henri, » hésita Maxime, « je comprends votre désir de savoir, mais jouer les détectives amateurs, il ne s'agit pas de ça, » l'interrompit Henri avec une brusquerie inhabituelle. « Si cette jeune femme est Élise… » « Ma fille, j'ai besoin de savoir, et si elle ne l'est pas, j'ai besoin de comprendre pourquoi elle porte ce bijou. » Maxime soupira. Il connaissait suffisamment Henri pour savoir qu'il n'abandonnerait pas cette idée. « D'accord, » céda-t-il finalement. « Je verrai ce que je peux faire, mais promettez-moi de ne pas vous emballer trop vite. » Henri acquiesça, soulagé. « Merci mon garçon, je savais que je pouvais compter sur toi. » Pendant ce temps, à 30 km de là, Lucien Derville, 70 ans, élégant et austère dans son costume sur mesure, terminait une réunion dans son bureau de campagne. Désormais sénateur influent, il avait bâti sa carrière politique sur les ruines de son ancienne vie d'homme d'affaires. « Votre discours pour l'inauguration du centre culturel est prêt, monsieur le sénateur », annonça son assistante en lui tendant une chemise. « Et n'oubliez pas votre rendez-vous avec le préfet demain matin. » Lucien acquiesça distraitement. Son téléphone venait de vibrer. Un message de son contact à la gendarmerie locale. « Valois a reçu la visite d'une inconnue ce matin, une jeune femme. Il l'a engagée comme jardinière. » Lucien fronça les sourcils. Henri Valois, reclus dans son manoir depuis des décennies, qui engage soudainement une étrangère, cela méritait attention. « Lydia » appela-t-il son assistante qui s'apprêtait à sortir. « Contactez Michel Renard. Dites-lui que j'ai besoin de ses services, c'est urgent. » De retour au manoir, Jeanne s'installait dans sa nouvelle chambre sous les combles. La pièce était simple mais confortable, avec une petite fenêtre qui donnait sur les vignes à perte de vue. Elle déballa le peu d'affaires qu'elle avait apportées. Sortant d'un sac en toile un vieux cahier à la couverture écornée, elle s'assit sur le lit et l'ouvrit avec précaution. C'était son journal, celui qu'elle tenait depuis l'adolescence. Elle le feuilleta jusqu'aux premières pages, où elle avait noté ses plus anciens souvenirs. Encore ce rêve cette nuit, avait-elle écrit à 15 ans. Je cours dans un grand jardin, quelqu'un m'appelle. Je sens que c'est important, que je dois me souvenir. Mais au réveil, tout s'efface toujours. Jeanne referma le cahier, pensive. Ses rêves l'avaient accompagnée toute sa vie. Des fragments de souvenirs qui lui échappaient au réveil. Une sensation persistante d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Ses parents adoptifs lui avaient toujours dit qu'elle avait été abandonnée à l'âge de 5 ans. Trop traumatisée pour se souvenir de sa vie d'avant. Elle les avait crus, bien sûr. Pourquoi en aurait-il été autrement ? Pourtant, en grandissant, certains détails l'avaient troublée. Cette sensation de familiarité, quand elle avait vu pour la première fois une photo de la région viticole bourguignonne dans un magazine. Ce pendentif qu'elle portait toujours, sans savoir pourquoi elle y tenait tant, un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. « Mademoiselle ». C'était Albert,
Le dîner sera servi dans 1 heure. Monsieur Valois souhaiterait que vous vous joigniez à lui. Son petit-fils est là. » « Son petit-fils » s'étonna Jeanne. « Enfin, c'est comme ça que nous le considérons, » précisa Albert avec un sourire. « Maxime est mon petit-fils en réalité, mais monsieur l'a pratiquement élevé. » Un peu plus tard, Jeanne descendit au salon, mal à l'aise dans sa robe simple, la seule qu'elle avait à porter. Quand elle entra, 2 hommes se tenaient près de la cheminée. Henri Valois, qu'elle avait rencontré le matin même, et un jeune homme aux traits fins et au regard vif. « Ah, Jeanne !» l'accueillit Henri en se tournant vers elle. « Voici Maxime Lefort. Il étudie la médecine à Paris. » Maxime s'avança et lui tendit la main. « Enchanté. Grand-père m'a dit que vous alliez aider Maurice avec les jardins. »« Oui, » confirma-t-elle timidement. « J'espère être à la hauteur. »« Ne vous inquiétez pas, » la rassura Maxime, avec un sourire chaleureux. « Maurice est un excellent professeur, bien que parfois un peu grognon. » Le dîner se déroula dans une atmosphère étrangement tendue. Henri posait des questions apparemment anodines, mais qui semblaient cacher un intérêt plus profond. D'où venait-elle exactement? Avait-elle des souvenirs de sa petite enfance? Comment avait-elle su qu'il cherchait une aide jardinière? Jeanne répondait du mieux qu'elle pouvait. De plus en plus perplexe face à cet interrogatoire déguisé, elle expliqua avoir grandi à Auxerre, ne se souvenir de rien avant ses 5 ans, et avoir vu l'annonce dans un journal local. Mais il n'y a jamais eu d'annonce, intervint finalement Albert en servant le dessert. Un silence embarrassé tomba sur la table. J'ai dû confondre, balbutia Jeanne, rougissante. Peut-être que c'était pour un autre domaine. Elle baissa les yeux vers son assiette, incapable de soutenir les regards qui pesaient sur elle. Pourquoi avait-elle menti? Elle-même n'était pas sûre de la réponse. C'était comme si quelque chose l'avait guidée jusqu'ici. Une intuition qu'elle ne pouvait expliquer. « Ce n'est pas grave », intervint doucement Maxime, sentant son malaise. « L'important, c'est que vous soyez là maintenant. Peut-être pourriez-vous nous parler de vos projets d'études en botanique ?» Reconnaissante pour ce changement de sujet, Jeanne se lança dans une explication passionnée de son intérêt pour les plantes médicinales. La conversation reprit un cours plus naturel, mais Henri continuait de l'observer avec une intensité troublante. Après le dîner, lorsque Jeanne fut remontée dans sa chambre, Maxime rejoignit Henri dans son bureau. « Alors » demanda anxieusement le vieil homme. « Qu'en penses-tu » Maxime choisit soigneusement ses mots. « Elle cache quelque chose. C'est évident. Cette histoire d'annonce ne tient pas debout. Mais de là à penser qu'elle serait Élise, le pendentif, Maxime. Comment expliques-tu le pendentif ?»« Je ne sais pas, » admit le jeune homme. « Mais il faut être prudent. Vous vous souvenez de cette femme qui prétendait être l'amie d'enfance d'Élise et qui voulait juste vous soutirer de l'argent ?» Henri fit un geste impatient. « Cette fois, c'est différent. Elle n'a rien demandé. C'est elle qui m'a trouvé, pas l'inverse. »« Justement, » insista Maxime. « Comment vous a-t-elle trouvé et pourquoi maintenant ?» Henri se laissa tomber dans son fauteuil, soudain fatigué. « Tu as raison, je dois rester lucide, mais je dois savoir. Maxime, aide-moi à découvrir la vérité. » Maxime acquiesça gravement. « Je le ferai. Et je vais commencer par vérifier l'existence de cette famille adoptive à Auxerre. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que dans l'ombre de la nuit, une voiture se garait discrètement à l'entrée du domaine. Michel Renard, ancien policier reconverti en détective privé, sortit une paire de jumelles, sur ordre de Lucien Derville. Il venait de commencer sa surveillance de la mystérieuse jardinière du domaine des Valois. Le premier jour de Jeanne au domaine des Valois commença à l'aube. Le vieux Maurice, jardinier bourru aux mains noueuses, l'attendait déjà près des serres quand elle descendit, les cheveux encore humides de sa douche matinale. « Alors c'est toi, la petite nouvelle » grogna-t-il en la toisant de la tête aux pieds. « On va voir si t'as vraiment la main verte ou si c'est juste du baratin. » Jeanne sourit, nullement intimidée par cet accueil revêche. « Bonjour à vous aussi, monsieur Maurice. Par quoi commençons-nous » Surpris par cette répartie, le vieil homme esquissa un rictus qui ressemblait presque à un sourire. Les rosiers, ils ont besoin d'être taillés avant l'hiver. Le jardin du domaine était immense et magnifiquement entretenu. Maurice l'avait conçu comme un tableau vivant. Parterres géométriques à la française près du manoir, puis transition progressive vers un style plus sauvage, plus anglais, à mesure qu'on s'éloignait de la bâtisse. « C'est comme ça depuis toujours ?» demanda Jeanne en suivant le jardinier vers la roseraie. « Plus ou moins », répondit Maurice. «
J'ai fait quelques changements au fil des ans. Mais l'essentiel était déjà là quand je suis arrivée, il y a 35 ans. Il s'arrêta devant un massif de roses blanches particulièrement soignées. Celle-ci, on n'y touche pas. C'est moi qui m'en occupe. Jeanne hocha la tête, n'osant pas demander pourquoi ces fleurs semblaient si spéciales. Elle sentait qu'elles avaient une signification particulière, peut-être liée au deuil ou à un souvenir précieux. La matinée passa rapidement. Jeanne se révéla adroite et intuitive, ce qui sembla apaiser la méfiance initiale de Maurice, vers midi, alors qu'ils rangèrent leurs outils pour la pause déjeuner. Une sensation étrange s'empara d'elle. Son regard avait été attiré par la vieille balançoire sous le chêne, cette même balançoire qu'elle avait remarquée la veille, sans réfléchir. Elle s'en approcha comme attirée par un aimant invisible. « Qu'est-ce que tu fais ?» lança Maurice, mais sa voix semblait venir de très loin. Jeanne effleura les cordes usées. Un flash traversa son esprit. Des rires d'enfant, une sensation de liberté, le vent dans ses cheveux. Elle se vit pousser toujours plus haut, criant « Regarde, papa !» La vision disparut aussi vite qu'elle était venue, la laissant tremblante et désorientée. « Ça va ?» Petite, Maurice s'était approché, l'air inquiet malgré son apparente rudesse. « Oui, j'ai juste eu un vertige, » mentit-elle. Le vieux jardinier lui jeta un regard soupçonneux. « Cette balançoire ?» commença-t-il avant de s'interrompre brusquement. « Quoi, cette balançoire ?» Maurice secoua la tête. « Rien, viens manger maintenant. Il y a du travail qui nous attend. » À l'intérieur du manoir, Henri observait la scène depuis la fenêtre de son bureau. Il avait vu Jeanne s'approcher de la balançoire, sa réaction troublée, et son cœur s'était emballé. Se pouvait-il que ce lieu ait éveillé quelque chose en elle? La porte s'ouvrit derrière lui. « J'ai trouvé quelque chose », annonça Maxime en entrant, un ordinateur portable sous le bras. Henri se détourna de la fenêtre à contre-cœur. « Quoi donc ? J'ai vérifié l'existence de cette famille Mercier à Auxerre, » expliqua le jeune homme en ouvrant son ordinateur. Ils existent sans bien. Le père, Robert Mercier, était effectivement mécanicien jusqu'à sa retraite il y a 5 ans. Sa femme, Martine, a travaillé comme aide-soignante. Ils ont adopté 3 enfants, 2 garçons et une fille. Jeanne, murmura Henri. Oui, Jeanne, née officiellement le 15 mai 2000. Adoptée en 2005. Henri s'immobilisa. 2005. C'est l'année où Élise a disparu. Je sais, confirma Maxime. Et ce n'est pas tout. J'ai réussi à obtenir une copie numérisée de son dossier médical scolaire. Rien d'alarmant, mais il y a une note intéressante d'un psychologue qu'elle a consulté à l'âge de 12 ans pour des cauchemars récurrents et des troubles du sommeil. Il tourna l'écran vers Henri. Regardez. La patiente décrit des rêves persistants dans lesquels elle se trouve dans un grand jardin inconnu. Ces rêves s'accompagnent d'un sentiment d'angoisse et de perte qu'elle ne parvient pas à expliquer. Henri s'assit lentement, le visage pâle. Un jardin, comme celui-ci, impossible à dire, tempéra Maxime. Mais la coïncidence est troublante, j'en conviens. À cet instant, Albert frappa à la porte. « Monsieur, le commissaire Leroy est là. Il dit que c'est important. » Henri et Maxime échangèrent un regard surpris. Le commissaire Leroy, désormais à la retraite, n'avait jamais fait de visite impromptue au manoir en 25 ans. L'ancien policier attendait dans le hall, l'air grave. C'était un homme massif aux épaules voûtées par les années, mais son regard bleu acier avait conservé toute sa vivacité. « Valois », dit-il simplement en serrant la main d'Henri. « Il fallait que je vous voie en personne. » Henri l'introduisit dans son bureau, où Maxime attendait, curieux, après les présentations. Leroy sortit un dossier usé de sa sacoche. Depuis notre conversation d'hier, j'ai repris mes notes sur la disparition d'Élise, et j'ai trouvé quelque chose que j'avais négligé à l'époque. Il étala plusieurs photographies sur le bureau. C'étaient des clichés de la scène, pris le jour de la disparition. Sur l'une d'elles, on pouvait voir un mouchoir abandonné près de la balançoire. À l'époque, nous avons pensé qu'il appartenait à l'enfant. Mais regardez bien, Leroy pointa un détail presque imperceptible. Des initiales brodées dans un coin du tissu. « ID. Lucien Derville », souffla Henri. Maxime, qui connaissait l'histoire mais n'avait jamais été impliqué dans les détails de l'enquête, fronça les sourcils. « Qui est Lucien Derville ?»« Mon ancien associé », répondit Henri, la voix tremblante de colère. « Nous nous sommes brouillés juste avant la disparition d'Élise. Une histoire d'acquisition hostile,
J'ai réussi à le ruiner. Et aujourd'hui, c'est un sénateur influent, ajouta le roi. J'ai toujours soupçonné qu'il pouvait être impliqué, mais je n'ai jamais pu le prouver. Ce mouchoir n'était pas suffisant, et les supérieurs m'ont ordonné de laisser tomber cette piste. Henri se leva brusquement. Si Derville a enlevé ma fille pour se venger, doucement, tempéra le roi, nous n'avons toujours pas de preuves concrètes, juste des soupçons. Maxime, qui était resté silencieux, intervint. Attendez, si cette théorie est correcte, et si Jeanne est bien Élise, pourquoi reviendrait-elle maintenant? Pourquoi Derville la laisserait-il revenir? Peut-être qu'il ne sait pas, suggéra le roi. Peut-être qu'elle a découvert quelque chose, et qu'elle cherche ses vraies origines. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Chargée de questions sans réponse et d'espoirs fragiles, à l'extérieur, Jeanne avait repris son travail après le déjeuner. Maurice l'avait assignée au désherbage d'un parterre de lavande, tâche répétitive qui lui permettait de laisser vagabonder son esprit. Ce flash près de la balançoire l'avait profondément troublée. Ce n'était pas la première fois qu'elle vivait ce genre d'expérience. Des bribes de souvenirs qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Des sensations de déjà-vu inexplicables, mais jamais elles n'avaient été aussi vives. Aussi, réelle, elle porta instinctivement la main à son pendentif en forme de rose bleue, comme elle le faisait toujours quand elle était anxieuse. Ce bijou étrange qu'elle portait depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Ses parents adoptifs lui avaient dit qu'elle l'avait déjà quand ils l'avaient recueilli, et qu'elle avait fait une terrible crise quand ils avaient essayé de le lui enlever. « Tu as bientôt fini », la voix la fit sursauter. Maxime se tenait devant elle, un sourire amical aux lèvres. « Je t'ai fait peur. Désolée. Non, j'étais juste, perdue dans mes pensées. » Il s'accroupit à côté d'elle. « Tu as l'air d'avoir un don avec les plantes. » Maurice n'arrêtait pas de te complimenter pendant le déjeuner. « Vraiment ?» s'étonna Jeanne. « Il cache bien son jeu alors. » Ils rirent ensemble, et Jeanne sentit une chaleur agréable l'envahir. Il y avait quelque chose de rassurant chez ce jeune homme, une gentillesse sincère qui la mettait à l'aise. « Tu veux faire une pause ?» proposa-t-il. « Je pourrais te faire visiter le domaine. Il y a des coins magnifiques que même Maurice ne connaît pas. » Sans attendre sa réponse, il lui tendit la main pour l'aider à se relever. Leurs doigts se touchèrent, et Jeanne sentit une étrange familiarité dans ce contact, comme s'ils s'étaient déjà connus dans une autre vie. Pendant ce temps, Michel Renard, le détective engagé par Lucien Derville, prenait des photos depuis sa voiture garée discrètement sur un chemin forestier bordant la propriété. Il zooma sur Jeanne et Maxime qui s'éloignaient ensemble vers les vignes. « Intéressant », murmura-t-il, en prenant un cliché du profil de la jeune femme. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Monsieur Derville, je pense que vous devriez voir ça au plus vite. » Lucien Derville examina attentivement les photos que Michel Renard avait déposées sur son bureau. Le visage de Jeanne, capturé sous différents angles, lui était totalement inconnu. Et pourtant, quelque chose dans son expression. « Vous êtes certain qu'elle travaille pour Valois depuis peu ?» demanda-t-il en reposant les clichés. « Arrivée hier matin ?» confirma Renard. « D'après mes informations, elle se fait appeler Jeanne Mercier, originaire d'Auxerre, adoptée à l'âge de 5 ans. » Lucien se figea. « Adoptée à 5 ans. Oui, et devinez quand ? En 2005. » Un silence pesant s'installa dans le bureau luxueux. Lucien se leva lentement et s'approcha de la fenêtre, tournant délibérément le dos à Renard pour masquer son trouble. « Continuez la surveillance, » ordonna-t-il finalement. « Je veux savoir tout ce qu'elle fait, à qui elle parle, d'où elle vient exactement, et si elle venait à disparaître, » suggéra Renard à mi-voix. Lucien se retourna brusquement. « Non, pas maintenant, ce serait trop suspect. Contentez-vous d'observer et de me tenir informé, une fois seul. » Le sénateur sortit d'un tiroir fermé à clé une vieille photographie jaunie. Une petite fille blonde de 5 ans souriait à l'objectif, serrant contre elle une poupée. Il la contempla longuement avant de la ranger précipitamment. Ce fantôme du passé ne devait pas ressurgir maintenant, alors que sa carrière atteignait son apogée. Pendant ce temps, au domaine des Valois, Maxime avait emmené Jeanne dans une partie reculée de la propriété. Après avoir traversé les vignes, ils avaient emprunté un sentier forestier qui serpentait à flanc de colline. « Où m'emmènes-tu exactement ?» demanda Jeanne légèrement essoufflée par la montée. « Tu verras », répondit mystérieusement Maxime. « C'est mon endroit préféré du domaine. Je l'ai découvert quand j'étais gamin. » Ils débouchèrent finalement dans une petite clairière,
abritant les ruines d'une chapelle médiévale. Seuls subsistaient quelques pans de murs et une arche élégante envahie par le lierre. « C'est magnifique !» souffla Jeanne en s'avançant parmi les vestiges. « La chapelle Saint-André, » expliqua Maxime. « Elle date du XIIe siècle. Henri m'a raconté que la famille Valois a toujours protégé ces ruines, refusant de les restaurer pour préserver leur charme naturel. » Jeanne frôla du bout des doigts la pierre rugueuse. À sa grande surprise, une autre image fugace traversa son esprit, elle-même, beaucoup plus jeune, assise sur l'une de ces pierres, écoutant une voix masculine lui raconter l'histoire de chevaliers et de princesses. « Jeanne, ça va ?» Elle cligna des yeux, revenant à la réalité. « Oui, juste. Une impression bizarre. Comme si j'étais déjà venue ici. » Maxime l'observa attentivement. « Tu as souvent ce genre d'impression. Parfois, admit-elle, des flashs, des sensations de déjà-vu. Rien de bien précis. » Il hésita, puis se lança. « Et tu n'as vraiment aucun souvenir avant ton adoption, rien du tout. » Jeanne fronça les sourcils. Soudain méfiante. « Pourquoi toutes ces questions? D'abord Monsieur Valois, maintenant toi. » « Simple curiosité, » répondit-il un peu trop rapidement. « Excuse-moi si je t'ai mise mal à l'aise. » Un silence embarrassé s'installa entre eux. Finalement, ce fut Jeanne qui le rompit. « En fait, si, j'ai quelques bribes. Rien de cohérent, juste des impressions, des sensations. Mes parents adoptifs m'ont dit que j'avais été trouvée errante, choquée, incapable de dire mon nom ou d'où je venais. Les services sociaux ont essayé de retrouver ma famille d'origine, sans succès. » Elle porta inconsciemment la main à son pendentif. « Je n'avais que ce bijou sur moi, apparemment. Ma mère adoptive a essayé de me l'enlever une fois, pour le nettoyer. Il paraît que j'ai fait une crise de panique si violente qu'elle n'a jamais réessayé. » Maxime regarda fixement le pendentif en forme de rose bleue. « C'est un très beau bijou, peu commun. »« Je sais, » acquiesça Jeanne. « On m'a souvent demandé d'où il venait. J'aimerais pouvoir répondre. » Ils redescendirent en silence, chacun perdu dans ses pensées. À mi-chemin, Maxime s'arrêta brusquement. « Et si on allait à Clairefontaine demain ?» Clairefontaine, une clinique psychiatrique à une 30aine de kilomètres d'ici. Un ami y fait son internat, il pourrait nous faire entrer. Jeanne le dévisagea, perplexe. Pourquoi voudrais-je visiter une clinique psychiatrique? Maxime se mordit la lèvre, conscient d'en avoir trop dit. C'est juste que ils ont un jardin thérapeutique exceptionnel, étant donné ton intérêt pour les plantes. C'était un mensonge évident. Et tous deux le savaient. Mais Jeanne décida de ne pas insister. Cet étrange domaine et ses habitants semblaient receler bien des secrets. Et elle commençait à se demander si sa présence ici n'était pas liée d'une façon ou d'une autre à son propre passé mystérieux. De retour au manoir, ils trouvèrent Henri et un homme plus âgé qu'ils n'avaient jamais vu en grande conversation dans le bureau. En les apercevant, Henri fit signe à Maxime d'approcher. « Maxime, voici le commissaire Leroy, à la retraite désormais. Commissaire, mon petit-fils de cœur, Maxime, et notre nouvelle jardinière, Jeanne. » Le regard perçant de l'ancien policier s'attarda sur Jeanne, la mettant instantanément mal à l'aise. Elle s'excusa et se retira, prétextant devoir aider Maurice à ranger les outils. « C'est elle ?» demanda Leroy une fois la porte refermée. « Oui », confirma Henri. « Qu'en pensez-vous » Leroy haussa les épaules. « Difficile à dire sans plus d'éléments. La ressemblance n'est pas frappante, mais après tant d'années, elle a eu des flashs de mémoire près de la balançoire, » intervint Maxime. « Et aux ruines de la chapelle, tout à l'heure, elle l'a presque admis. Et ce pendentif, insista Henri. Comment l'expliquez-vous? Une coïncidence reste possible, tempéra le roi. Écoutez, il y a peut-être un moyen d'en savoir plus. La nounou d'Élise, mademoiselle Perrin, est toujours vivante. Elle réside à la clinique de Clairefontaine depuis son effondrement nerveux après la disparition. Clairefontaine, répéta Maxime. J'allais justement proposer à Jeanne d'y aller demain, un ami y fait son internat. Parfait, approuva Leroy. Je vous y retrouverai, mais soyez prudents. Si Derville est vraiment derrière tout ça, il a des yeux et des oreilles partout. Le lendemain matin, comme convenu, Maxime et Jeanne prirent la route vers Clairefontaine. Henri avait donné son accord, prétextant une visite médicale de routine pour Jeanne. Afin de justifier son absence auprès de Maurice, la clinique était un ancien château du XIXe siècle, reconverti en établissement médical dans les années 1970. Des jardins soigneusement entretenus entouraient le bâtiment principal, offrant aux patients un environnement paisible et verdoyant. « Ton ami nous attend »,
demanda Jeanne, tandis qu'il se garait sur le parking visiteur. « Il a prévu de nous retrouver à l'entrée », répondit Maxime. Dissimulant sa nervosité, en réalité c'était Leroy qui les attendait, en compagnie d'un jeune médecin. Les présentations furent brèves et formelles, Jeanne étant présentée comme une étudiante en botanique intéressée par les jardins thérapeutiques. « Je vais devoir vous laisser », annonça le médecin après leur avoir remis des badges visiteurs. « Le commissaire Leroy connaît le chemin ?» Jeanne lança un regard interrogateur à Maxime, qui évita soigneusement de croiser ses yeux. Ils traversèrent plusieurs couloirs avant d'arriver à une aile plus calme, réservée aux résidents de longue durée. Leroy s'arrêta devant une porte marquée du numéro 237. « Mademoiselle Perrin peut sembler confuse », prévint-il à voix basse. « Elle a des phases de lucidité, mais la plupart du temps, elle vit dans son propre monde. »« Attendez », protesta Jeanne. « Qui est cette femme ? Pourquoi venons-nous la voir ?» Leroy et Maxime échangèrent un regard gêné. « Jeanne ?» expliqua finalement Maxime. Mademoiselle Perrin était la nounou d'Élise, la fille d'Henri, disparue il y a 25 ans. « Et vous pensez que, quoi, qu'elle pourrait me reconnaître ?» s'exclama Jeanne, comprenant soudain la situation. « C'est pour ça que toutes ces questions, ces regards, vous croyez que je suis cette fille disparue. Ton pendentif, commença Maxime. « Mon pendentif n'est qu'un bijou, s'écria-t-elle. Un simple bijou sans signification. » La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, révélant une femme âgée aux cheveux blancs, coupés courts et au regard vif. « Qui crie dans le couloir ?» demanda-t-elle d'une voix étonnamment ferme. Son regard passa de Leroy à Maxime, puis s'arrêta sur Jeanne. Ses yeux s'écarquillèrent, sa main se porta à sa bouche, et elle murmura d'une voix tremblante. La rose bleue, elle pleurait pour sa maman. Jeanne recula instinctivement, comme frappée par les paroles de la vieille femme. Mademoiselle Perrin s'avança dans le couloir, ses yeux ne quittant pas le visage de la jeune fille. « Vous la connaissez ?» demanda Leroy doucement. « La rose bleue ?» répéta l'ancienne nounou, ignorant la question. Elle ne voulait jamais l'enlever. Même pour le bain, Henri avait fait faire 2 pendentifs identiques, un pour elle, un pour lui, au cas où elle se perdrait, disait-il, pour qu'on sache qu'elle était sa fille. Jeanne porta instinctivement la main à son cou, touchant le bijou qui n'avait jamais quitté sa peau depuis ses plus lointains souvenirs. « Entrez », invita mademoiselle Perrin en retournant dans sa chambre. « Mais fermez bien la porte. Ils ont des oreilles partout. » La pièce était modeste mais confortable. Décorée de photographies jaunies et de dessins d'enfants épinglés au mur, mademoiselle Perrin s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre et invita ses visiteurs à prendre place. « Vous êtes venus ?» dit-elle en fixant Jeanne. « Après toutes ces années ? Je ne suis pas qui vous croyez ?» protesta faiblement Jeanne. La vieille femme sourit tristement. « Bien sûr que non. Élise avait les cheveux blonds comme les blés, pas châtains comme les tiens, et ses yeux étaient même bleus, pas verts. » Maxime et Leroy échangèrent un regard déçu. « Mais l'enfant et l'adulte sont rarement identiques, » poursuivit mademoiselle Perrin. « Les cheveux s'assombrissent, les traits changent, seule l'âme reste. » Elle se leva soudain avec une vivacité surprenante et se dirigea vers une petite commode de son tiroir supérieur. Elle sortit un vieux cahier relié de cuir fané. « Mon journal », expliqua-t-elle. « Je l'ai tenu pendant toutes mes années au service des Valois. Je l'ai continué même ici, même quand ils disaient que j'étais folle, parce que je savais que tu reviendrais un jour. » Leroy s'approcha doucement. « Mademoiselle Perrin, accepteriez-vous que nous consultions votre journal ? Cela pourrait nous aider à comprendre ce qui est arrivé à Élise. » La vieille femme hésita, serrant le cahier contre sa poitrine. « Il contient des choses que j'ai vues, des choses que j'aurais dû dire plus tôt. » « Quelles choses ?» pressa gentiment Maxime. « L'homme, » murmura-t-elle, son regard devenant soudain distant. L'homme avec les mains froides, il venait souvent au manoir avant qu'elle ne disparaisse, il la regardait toujours d'une façon étrange. « Lucien Derville », suggéra Leroy. À ce nom, mademoiselle Perrin tressaillit visiblement. « Ne prononcez pas son nom ici. Il pourrait entendre. Il entend toujours tout. » Avec des gestes nerveux, elle ouvrit le journal et en extirpa une feuille pliée qu'elle tendit à Jeanne. « Prends ceci, cache-le bien. Ne le regarde que lorsque tu seras seule. » Jeanne prit le papier, troublée par l'intensité du regard de la vieille femme. « Je suis fatiguée maintenant, » annonça soudain mademoiselle Perrin. « Vous devriez partir. » Alors qu'il s'apprêtait à sortir,
Elle saisit brusquement le poignet de Jeanne. « Il te cherche encore, tu sais. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas certain que son secret est en sécurité. » Le retour au manoir se fit dans un silence pesant. Jeanne n'avait pas ouvert le papier, respectant la consigne de ne le consulter que seule, mais son esprit bouillonnait de questions. Devant le portail du domaine, ils remarquèrent une voiture inconnue garée dans l'allée centrale. Henri n'attendait pas de visite, s'étonna Maxime en fronçant les sourcils. Ils entrèrent pour découvrir Albert dans un état d'agitation inhabituel. « Ah, vous voilà enfin !» s'exclama le vieil homme. « Monsieur Derville est arrivé il y a une demi-heure. Il est avec monsieur dans le grand salon. » Jeanne sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine en entendant ce nom. La réaction de mademoiselle Perrin avait été si viscérale. « Je vais monter me changer, » dit-elle précipitamment. « J'ai les vêtements pleins de terre. Monsieur Valois a demandé que vous les rejoigniez dès votre retour, » insista Albert. Tous les deux, à contre-cœur, Jeanne suivit Maxime jusqu'au grand salon, une pièce rarement utilisée que Henri avait fait ouvrir spécialement pour l'occasion. Des housses blanches avaient été retirées des meubles, révélant des canapés et fauteuils, Louis XV magnifiquement conservés. Deux hommes se tenaient debout près de la cheminée monumentale. Henri, le visage tendu, et un élégant septuagénaire au port altier et au regard perçant. Ce dernier se tourna vers eux à leur entrée. « Ah, voici donc la fameuse nouvelle jardinière », dit-il d'une voix onctueuse qui contrastait avec la froideur de ses yeux. « Et le jeune Maxime, que je n'ai pas vu depuis. Combien 5 ans, sénateur d'Herville » salua froidement Maxime. « Quelle surprise de vous voir ici. J'étais dans la région pour une inauguration, » expliqua Lucien avec un geste désinvolte. « J'ai pensé rendre visite à mon vieil ami. » Le dernier mot semblait lui avoir écorché la bouche. « Jeanne, » intervint Henri, « le sénateur d'Herville était justement curieux de faire votre connaissance. Il paraît que vous venez d'Auxerre. »« Oui, monsieur, » répondit-elle, mal à l'aise sous le regard scrutateur de Lucien. « Fascinant, » commenta celui-ci. « J'y ai quelques connaissances. Comment s'appelle déjà votre famille ?»« Mercier, » répondit-elle brièvement. « Mais nous n'étions pas très sociables. Vous ne les connaîtriez probablement pas. » Lucien sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « On ne sait jamais, le monde est petit. » La conversation se poursuivit ainsi pendant une vingtaine de minutes, Lucien posant des questions apparemment anodines, mais dont Jeanne percevait l'intention sous-jacente. Il cherchait à en savoir plus sur elle, beaucoup plus. Après le départ du sénateur, Jeanne s'empressa de monter dans sa chambre, les mains tremblantes. Elle sortit le papier plié que lui avait remis mademoiselle Perrin. C'était une photographie ancienne, légèrement jaunie. Elle montrait une jeune femme aux traits fins, étrangement similaires aux siens, en compagnie d'un homme dont le visage avait été partiellement déchiré. La femme tenait un bébé dans ses bras. Jeanne retourna la photo, au dos, une inscription à l'encre bleue presque effacée. Claire, Lucien et leur petite Manon, 1995. La tête lui tourna, qui étaient ces gens. Quel rapport avait-il avec elle, avec Élise Valois? Un coup discret à sa porte, la fit sursauter. Elle cacha précipitamment la photo sous son oreiller. « Entrez !» dit-elle d'une voix qu'elle espérait normale. C'était Henri. Il semblait épuisé, mais étrangement déterminé. « Pardonnez cette intrusion, » dit-il doucement. « Je voulais être sûr que vous alliez bien. Derville peut-être, intimidant. Je vais bien, » assura-t-elle. Juste un peu fatiguée. Henri hocha la tête, hésitant visiblement à partir, puis il se décida. « J'ai trouvé quelque chose que je voudrais vous montrer. » Il sortit de sa poche un petit écrin de velours qu'il ouvrit délicatement. À l'intérieur reposait un pendentif identique à celui que portait Jeanne, une rose bleue en argent finement ciselée. « Il existe 2 exemplaires de ce bijou dans le monde, » expliqua-t-il, la voix tremblante d'émotion. « J'ai offert l'un d'eux à ma fille Élise pour ses 5 ans, l'autre est resté avec moi. Toujours. » Jeanne regarda alternativement le pendentif et Henri, incapable de parler. « Je ne sais pas qui vous êtes vraiment, Jeanne, » poursuivit-il doucement, « mais j'ai besoin de comprendre pourquoi vous portez ce bijou, et j'ai le sentiment que vous aussi, vous cherchez des réponses. » Elle hésita un long moment, puis, lentement, sortit la photographie de sous son oreiller et la lui tendit. Henri l'examina en silence, son visage passant de la surprise à la stupéfaction. « Où avez-vous trouvé ça ?»
demanda-t-il finalement. Mademoiselle Perrin me l'a donnée aujourd'hui. Henri se laissa tomber sur le bord du lit, les yeux rivés sur la photo. Cette femme, elle ressemble tellement à... À qui? Pressa Jeanne. À vous, murmura-t-il. Et à ma défunte épouse, Claire. Claire, répéta Jeanne, abasourdie. Mais la photo indique Claire, Lucien et leur petite Manon. Je ne comprends pas. Henri fixait toujours l'image. Comme hypnotisée, Claire était mon épouse. Elle est décédée quand Élise avait 3 ans, d'une maladie fulgurante. Mais jamais, jamais, elle n'a été avec Lucien Derville. Il se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas dans la petite chambre. Cette photo doit dater d'avant notre rencontre. Peut-être qu'ils se connaissaient, peut-être même qu'ils ont eu une histoire. Mais qui est cette Manon? Jeanne observait cet homme tourmenté avec un mélange de compassion et de confusion. Et si c'était une autre fille, une fille qu'ils auraient eue ensemble? Henri secoua la tête. Impossible. J'ai rencontré Claire quand elle avait 20 ans. Elle n'avait jamais été mariée, jamais eu d'enfant. Elle vous l'a dit. Bien sûr qu'elle me l'a dit, s'exclama-t-il, avant de s'adoucir, voyant l'expression blessée de Jeanne. Pardon, c'est juste que tout ceci bouleverse ce que je croyais savoir. Un silence lourd s'installa. Finalement, Jeanne prit une décision. Je dois retourner à Auxerre, déclara-t-elle fermement. Il faut que je parle à mes parents adoptifs. Henri acquiesça lentement. Je comprends. Quand voulez-vous partir? Demain, si possible, je reviendrai. Je vous le promets. Mais j'ai besoin de réponses. Maxime pourrait vous accompagner, suggéra Henri. Pour votre sécurité. Jeanne comprit qu'il pensait à Lucien Derville et aux soupçons qui planèrent désormais sur lui. Après l'étrange visite du sénateur et sa curiosité insistante, elle devait admettre que l'idée de voyager seule lui semblait soudain moins attrayante. D'accord, accepta-t-elle. Si ça ne le dérange pas. Le lendemain matin, Maxime et Jeanne prirent la route tôt. La petite Clio de Maxime n'était pas très confortable, mais elle les emmènerait à Auxerre en moins de 2 heures. « Tu es sûr qu'ils seront là ?» demanda Maxime, tandis qu'ils quittèrent les vignes pour rejoindre la route nationale. « C'est samedi, ils sont toujours à la maison le samedi. » Le trajet se déroula majoritairement en silence, chacun perdu dans ses pensées. Occasionnellement, Jeanne indiquait une direction ou commentait un paysage familier. Elle semblait de plus en plus tendue à mesure qu'ils approchaient de leur destination. « C'est ici », dit-elle finalement, désignant une modeste maison en briques rouges avec un petit jardin bien entretenu. Ils se garèrent devant le portail. Jeanne inspira profondément avant de sortir de la voiture. « Tu peux m'attendre ici si tu veux. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je préférerais venir avec toi, » répondit Maxime. « Si ça ne te dérange pas... » Elle hésita, puis acquiesça. « D'accord, mais laisse-moi parler, s'il te plaît. » Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris coupés courts et au visage bienveillant, ouvrit la porte avant même qu'il n'ait sonné. Son expression passa de la surprise à la joie. « Jeanne, quelle bonne surprise. Ton père va être content. »« Bonjour, maman, » répondit Jeanne en l'embrassant. « Je te présente Maxime, un ami, on travaille ensemble. » Martine Mercier les fit entrer dans un salon modeste mais chaleureux, où Robert, un homme robuste aux traits marqués par des années de travail manuel, regardait un match de football à la télévision. « Regarde qui est là, Robert !» annonça Martine avec enthousiasme. Le vieil homme se leva pour étreindre sa fille adoptive. « Ma petite, tu aurais dû prévenir. On aurait préparé ta chambre. C'est une visite impromptue, » expliqua Jeanne. « En fait, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Le ton sérieux de sa voix alerta immédiatement les Mercier. Martine éteignit la télévision, tandis que Robert invitait tout le monde à s'asseoir. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il, inquiet. Jeanne prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de savoir la vérité sur mes origines, toute la vérité. » Un silence pesant s'installa. Martine et Robert échangèrent un regard incertain. « Tu sais déjà tout, ma chérie ?» répondit finalement Martine. « Tu as été confiée aux services sociaux qui t'ont ensuite placée chez nous. Comment m'avez-vous trouvé exactement ?» insista Jeanne, qui m'a amenée aux services sociaux. Robert se frotta la nuque, visiblement mal à l'aise. « C'était il y a si longtemps, papa ?» dit fermement Jeanne. « J'ai besoin de savoir. » Robert soupira. « C'est un peu compliqué. Nous n'avons pas eu tous les détails,
Une assistante sociale t'a confié à nous. Elle a juste dit que tu avais été retrouvée seule, désorientée, et que personne n'avait réclamé ta disparition. Et c'est tout, demanda Maxime, incapable de rester silencieux. Pas de nom, pas d'origine géographique. Les Mercier semblèrent se raidir à cette intervention. « Qui êtes-vous exactement, jeune homme ?» demanda Robert d'un ton soudain méfiant. « Et pourquoi ces questions ?»« C'est mon ami, » intervint Jeanne. « Il m'aide juste à comprendre. » Martine se leva brusquement. « Je vais préparer du café, Jeanne. Tu peux m'aider. Dans la cuisine. » Loin des oreilles des hommes, Martine se tourna vers sa fille adoptive. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, Jeanne ? Pourquoi toutes ces questions après tant d'années ?» Jeanne hésita, puis sortit de sa poche la photographie que lui avait donnée mademoiselle Perrin. « J'ai trouvé ça, » dit-elle simplement. « Est-ce que tu connais ces personnes ?» Martine prit la photo, la regarda, et pâlit visiblement. Ses mains se mirent à trembler. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-elle. « Alors tu les connais ?» constata Jeanne, le cœur battant. « Qui sont-ils ? Et pourquoi cette femme me ressemble-t-elle autant ?» Martine reposa précipitamment la photo sur le comptoir, comme si elle lui brûlait les doigts. « Tu ne devrais pas avoir ça, » dit-elle d'une voix blanche. « C'est dangereux. Dangereux. Pourquoi serait-ce dangereux ?» La vieille femme semblait sur le point de pleurer. « Il y a des choses qu'on a faites pour te protéger, des choses qu'on ne peut pas expliquer. »« Maman, » insista Jeanne en lui prenant les mains. « Je ne suis plus une enfant, j'ai le droit de savoir qui je suis. » Martine ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Puis elle se dirigea vers un placard en hauteur, celui où elle rangeait les papiers importants. Elle en sortit une boîte métallique fermée à clé. « Je voulais te la donner quand tu aurais 30 ans, » murmura-t-elle. « Quand on ne serait plus, quand on ne risquerait plus. » Plus quoi ? Martine ne répondit pas. Elle ouvrit la boîte et en sortit une enveloppe jaunie scellée par un ruban. « Tu n'as jamais été abandonnée ?» dit-elle enfin. « Tu nous as été confiée, directement, pas par les services sociaux, par quelqu'un qui voulait te protéger. » Jeanne sentit son cœur s'accélérer. « Qui ? Une femme ? Elle a dit qu'elle était ta tante. Elle nous a donné de l'argent, beaucoup d'argent, pour t'élever et ne jamais parler de tes origines. Elle a dit que c'était une question de vie ou de mort. » Martine lui tendit l'enveloppe d'une main tremblante. « Elle a laissé ça aussi, pour que tu le lises quand tu serais adulte. » Je n'ai jamais osé l'ouvrir. Jeanne prit l'enveloppe, stupéfaite par ces révélations. Pourquoi ne m'avoir jamais rien dit ? Parce qu'on avait peur, avoua simplement Martine. Cet homme sur la photo, le sénateur d'Herville, il était déjà influent à l'époque. La femme nous a dit qu'il te recherchait, que jamais tu ne devais retourner là-bas. Là-bas où ? Je ne sais pas exactement. Quelque part en Bourgogne, je crois. Comme un domaine viticole avec un grand manoir et un vieux chêne portant une balançoire, pensa Jeanne avec un frisson. Dans le salon, pendant ce temps, Maxime et Robert maintenaient une conversation tendue. Soudain, la sonnette de l'entrée retentit. Robert alla ouvrir, et des voix masculines autoritaires résonnèrent dans le vestibule. Quelques instants plus tard, il revint, le visage blême. « Ce sont des policiers », annonça-t-il. « Ils veulent parler à Jeanne. Ils disent que c'est à propos d'une enquête pour usurpation d'identité. »« Des policiers », répéta Jeanne. Qui venait de revenir dans le salon avec Martine, elle glissa précipitamment l'enveloppe dans la poche arrière de son jean. 2 hommes en civil se tenaient dans l'entrée, arborant des badges de police. « Mademoiselle Jeanne Mercier ?» demanda le plus âgé des deux. « Je suis le lieutenant Moreau, et voici mon collègue, l'agent Dubois. Pouvons-nous vous parler en privé ?»« En privé ? Pourquoi ? De quoi s'agit-il exactement ?» intervint Maxime, se plaçant imperceptiblement entre Jeanne et les policiers. « Et vous êtes ?» demanda sèchement le lieutenant. « Maxime Lefort, un ami de la famille ?» Le policier le jaugea du regard avant de se tourner vers Jeanne. « Il s'agit d'une enquête pour usurpation d'identité. Nous avons reçu un signalement concernant votre présence au domaine des Valois, sous un nom potentiellement frauduleux. » Jeanne sentit son sang se glacer. « C'est absurde. Je m'appelle bien Jeanne Mercier. Peut-être pourrions-nous vérifier cela au commissariat ? Ce serait plus approprié. » Le ton n'avait rien d'une suggestion. Maxime s'avança davantage. « Avez-vous un mandat ou une convocation officielle ?» Le lieutenant sourit froidement.
Pas encore. Mais nous pouvons en obtenir un très rapidement si mademoiselle refuse de coopérer. Martine s'interposa à son tour. Ma fille n'a rien fait de mal. Elle vit ici depuis qu'elle est petite. Nous avons tous les papiers légaux. Je n'en doute pas, madame, répondit poliment le lieutenant. C'est justement de ces papiers que nous aimerions discuter avec votre fille. Un silence tendu s'installa. Jeanne évalua rapidement la situation. Ces hommes étaient-ils réellement de la police ou des agents de Derville venus la piéger? D'accord, céda-t-elle finalement. Mais Maxime vient avec moi. Ce n'est pas, commença l'agent Dubois. C'est à prendre ou à laisser, l'interrompit-elle fermement. Et nous vous suivrons avec notre propre voiture. Le lieutenant Moreau hésita, puis acquiesça. Très bien, nous vous attendons au commissariat central d'Auxerre. Ne tardez pas. Dès que les policiers furent sortis, Robert ferma la porte à double tour. Ce ne sont pas des vrais flics, affirma-t-il, le visage pâle. J'ai travaillé avec suffisamment de gendarmes pour le sentir. Quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda Martine, paniquée. Maxime avait déjà sorti son téléphone. J'appelle le commissaire Leroy. Il pourra vérifier si cette enquête est légitime. Pendant qu'il s'éloignait pour passer son appel, Jeanne se tourna vers ses parents adoptifs. Je dois partir. C'est trop dangereux pour vous si je reste. Mais où iras-tu? S'inquiéta Martine. Retourner au domaine des Valois, répondit-elle. Henri Valois saura me protéger. Valois, répéta Robert, stupéfait. Henri Valois, c'est là que tu travailles. Jeanne acquiesça, surprise par sa réaction. Tu le connais? Robert échangea un regard lourd de sens avec sa femme. Non, mais le nom était mentionné dans les instructions qu'on a reçues quand tu nous as été confié. On devait t'éloigner de tout ce qui touchait aux Valois. Maxime revint, interrompant leur conversation. Leroy dit que c'est un piège. Aucune enquête officielle n'a été ouverte contre toi. Ces types doivent être des hommes de Derville. Il faut qu'on parte. Maintenant, décida Jeanne. Pas par devant, conseilla Robert. Il surveille sûrement la maison. Prenez le passage par le jardin du voisin. Ça vous mènera à la rue parallèle. Après des adieux précipités et promesses de donner des nouvelles dès que possible, Jeanne et Maxime s'échappèrent par l'arrière de la maison, se faufilant à travers les jardins voisins jusqu'à une ruelle déserte où ils appelèrent un taxi pour les emmener à la gare. « Et ma voiture ?» s'inquiéta Maxime, alors qu'ils attendaient, dissimulés dans l'ombre d'un Porsche. « On la récupérera plus tard. Il faut d'abord s'éloigner d'ici. » dans le train qui les ramenait vers la Bourgogne. Jeanne sortit enfin l'enveloppe que sa mère adoptive lui avait remise. Le cachet était intact, le papier jauni par les années. « Tu es sûre de vouloir l'ouvrir maintenant ?» demanda doucement Maxime. Elle hocha la tête. « Je n'ai plus le luxe d'attendre. » D'un geste décidé, elle déchira l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite datée du 17 octobre 2005, exactement 3 jours après la disparition d'Élise Valois. « Ma chère Élise », commençait la lettre. Jeanne sentit son cœur s'arrêter. Elle leva les yeux vers Maxime, qui semblait aussi bouleversé qu'elle. « Continue », l'encouragea-t-il doucement, les mains tremblantes. Elle reprit sa lecture. « Ma chère Élise, si tu lis ces mots, c'est que tu as atteint l'âge où la vérité peut enfin être révélée. Je suis Claudine Derville, la sœur de Lucien, l'homme que tu dois fuir à tout prix. Ce que je vais te raconter est difficile à croire, mais c'est la vérité que j'ai découverte trop tard. Tu n'es pas Manon Derville, comme mon frère le prétend. Tu es Élise Valois, la fille d'Henri Valois et de sa défunte épouse Claire. Tu as été enlevée sur ordre de mon frère, par vengeance contre ton père qui l'avait ruiné lors d'une affaire commerciale. Lucien a toujours été obsédé par Claire. Bien avant qu'elle ne rencontre Henri, elle l'avait repoussé pour choisir Henri, ce qu'il n'a jamais accepté. Sa vengeance était double, était faire souffrir Henri en lui enlevant sa fille, et te faire élever comme sa propre nièce, te faisant croire que tes parents t'avaient abandonné. J'ai découvert la vérité, en surprenant une conversation entre mon frère et l'homme qui l'avait payé pour t'enlever. J'ai compris alors que je devais te sortir de là. Il prévoyait de t'emmener à l'étranger pour te tenir définitivement éloigné de ton vrai père. J'ai pris contact avec les Mercier, que je savais être des gens bons et honnêtes. Je leur ai confié ta garde avec suffisamment d'argent pour qu'ils puissent t'élever correctement et discrètement. Je leur ai fait promettre de ne jamais révéler tes origines, car Lucien n'aurait pas hésité à te faire disparaître si jamais il apprenait que tu étais encore en France. Je ne sais pas ce qui me sera arrivé quand tu liras cette lettre.
Il est probable que Lucien ait découvert ma trahison et m'ait fait taire d'une façon ou d'une autre. Si je suis encore en vie, cherche-moi. Si je ne le suis plus, sache que mon dernier acte aura été de te sauver. Le pendentif que tu portes est la clé de ton identité. C'est ton père qui te l'a offert. Il est unique au monde, hormis celui qui l'a gardé avec lui. Si un jour tu décides de retrouver tes origines, ce bijou te guidera vers lui. Prends garde à Lucien. Sa puissance et son influence n'ont fait que croître avec les années. Il ne reculera devant rien pour protéger son secret. Avec tout mon amour et mes regrets de n'avoir pu faire davantage, ta tante Claudine. Jeanne laissa retomber la lettre sur ses genoux, le visage inondé de larmes. Tout prenait enfin sens, ses rêves, ses flashs de mémoire, cette connexion inexplicable qu'elle avait ressentie en arrivant au domaine des Valois. « Je suis Élise », murmura-t-elle. « J'ai toujours été Élise ». Maxime lui prit la main, ému et sidéré par cette révélation. « Il faut prévenir Henri immédiatement. » Mais Jeanne, ou plutôt Élise, secoua la tête. « Pas au téléphone, c'est trop risqué. Et si Derville avait fait mettre le manoir sur écoute ? » « Tu as raison, » admit Maxime. « Mais nous devons être prudents. Ces faux policiers vont bientôt découvrir que nous leur avons échappé. » Le train filait à travers la campagne bourguignonne, les rapprochant du domaine des Valois à chaque minute. Élise regardait défiler le paysage, absorbant cette nouvelle réalité. Elle rentrait chez elle, vers un père qu'elle avait oublié, mais qui, lui, n'avait jamais cessé de l'attendre. Et quelque part, à l'horizon, se profilait l'ombre menaçante de l'homme qui avait détruit sa vie et celle de son père. Un homme qui, maintenant, devait à tout prix la faire taire. Lucien Derville raccrochait son téléphone, le visage livide de rage. Ces hommes avaient perdu la trace de Jeanne et de Maxime à Auxerre. D'après leurs informations, le couple s'était volatilisé après avoir visité la famille Mercier. Incompétent, murmura-t-il entre ses dents. Il se leva et s'approcha de la fenêtre de son bureau. La nuit commençait à tomber sur la campagne bourguignonne. Quelque part, là-bas, cette fille, cette menace pour tout ce qu'il avait construit, se rapprochait dangereusement de la vérité. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de Renard, son détective privé. Source au commissariat confirme que le Roy est impliqué. Il a reçu un appel du petit-fils du majordome. Ainsi donc, l'ancien commissaire s'en mêlait, cela compliquait les choses. Le Roy avait beau être à la retraite, il conservait des relations solides dans la police. Lucien réfléchit rapidement. S'ils avaient contacté le Roy, il retournerait probablement au domaine des Valois, pensant y trouver refuge. C'est là qu'il fallait agir. Il composa un numéro sur son téléphone. « Philippe, c'est ton père. J'ai besoin de ton aide, de façon discrète. » Au même moment, Henri Valois faisait les 100 pas dans son bureau. Rongé par l'inquiétude, il n'avait pas eu de nouvelles de Maxime et Jeanne depuis leur départ pour Auxerre le matin même. Ses appels restaient sans réponse. « Monsieur », intervint Albert en entrant avec un plateau de thé, « vous devriez vous reposer. Ils vont sûrement appeler bientôt. Quelque chose ne va pas. »« Albert, je le sens. » Le téléphone sonna enfin, faisant sursauter les deux hommes. Henri se précipita pour décrocher. « Allô, Maxime ? » ?»« Non, Valois, c'est le Roi. » La voix de l'ancien commissaire était tendue. « Écoutez-moi attentivement. Maxime m'a appelé il y a 1 heure. Des faux policiers ont tenté d'intercepter Jeanne à Auxerre. Ils ont réussi à s'enfuir et devraient arriver par le train de 21h. Dieu merci, soupira Henri. Je vais envoyer Albert les chercher à la gare. Non, l'interrompit le Roy. N'envoyez personne. J'irai moi-même. Je ne fais confiance à personne d'autre en ce moment. Derville a des yeux partout. Derville, gronda Henri. J'aurais dû savoir qu'il était derrière tout ça quand il est venu ici hier. Comment ça, il est venu ? S'alarma le roi. Une visite surprise, apparemment anodine, mais il n'a pas cessé de poser des questions sur Jeanne. Un silence pesant s'installa au bout de la ligne. Restez sur vos gardes, dit finalement le roi. Je vous ramène Maxime et la petite dès que possible, à la gare de Beaune, la plus proche du domaine des Valois. Élise et Maxime descendirent du train avec précaution, scrutant les quais à la recherche de visages suspects. La nuit était tombée, et la petite gare était presque déserte. Le roi devrait être là, murmura Maxime. Inquiet, peut-être qu'il attend dehors, suggéra Élise. Allons voir.
Ils traversèrent le hall de la gare et sortirent sur le parvis, faiblement éclairé. Une berline noire était garée près de l'entrée, moteur tournant. La vitre du conducteur s'abaissa, révélant le visage d'un jeune homme d'une trentaine d'années, élégamment vêtu. « Maxime Lefort » appela-t-il. « Je suis Philippe Derville. Le commissaire Leroy m'a envoyé vous chercher. » Élise se figea. « Derville, le fils de Lucien » précisa l'homme avec un sourire contrit. « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas comme mon père. Je suis là pour vous aider. » Maxime et Élise échangèrent un regard méfiant. « Comment pouvons-nous vous faire confiance ?» demanda Maxime. « Parce que j'ai moi aussi des comptes à régler avec mon père, » répondit Philippe. « Et parce que le roi m'a dit de vous dire que la rose bleue ne fane jamais. C'est bien le code convenu, non ?» Élise hocha lentement la tête. C'était effectivement la phrase que le roi avait dit qu'il utiliserait pour toute communication sécurisée. Avec réticence, ils montèrent dans la voiture. Philippe démarra aussitôt. « Où est le roi ?» demanda Maxime, toujours sur ses gardes. « Il nous rejoindra directement au domaine », expliqua Philippe en s'engageant sur la route sinueuse qui traversait les vignobles. Il avait quelques vérifications à faire au commissariat. Élise observait le profil de Philippe. Cherchant une ressemblance avec l'homme qui avait détruit sa vie, les traits étaient le plus fins, le regard moins dur, mais quelque chose dans le port de tête rappelait indubitablement Lucien Derville. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda-t-elle abruptement. Philippe lui jeta un bref coup d'œil dans le rétroviseur. « Disons que j'ai découvert récemment certaines, actions de mon père que je ne peux cautionner, des lignes rouges qu'il a franchies il y a longtemps. Comme enlever une enfant de 5 ans ?» suggéra Élise froidement. Un muscle tressaillit sur la joue de Philippe. Entre autres, oui. La voiture s'engagea sur une route secondaire bordée d'arbres denses. Élise fronça les sourcils. « Ce n'est pas le chemin du domaine, » remarqua-t-elle. « Un détour ?» répondit nonchalamment Philippe. « J'ai repéré une voiture suspecte qui nous suivait. Mesure de précaution. » Maxime se tendit visiblement. Quelque chose ne collait pas. « Montrez-moi votre téléphone, » exigea-t-il soudain. « Je veux appeler le rouille. » Philippe eut un sourire désolé. « Impossible, pas de réseau dans cette zone. Mais ne vous inquiétez pas, nous y serons bientôt. » La voiture s'enfonçait toujours plus profondément dans la campagne obscure. Élise sentait la panique monter en elle. Son instinct lui hurlait que quelque chose n'allait pas. « Arrêtez la voiture !» ordonna-t-elle. « Tout de suite. » Philippe soupira, comme sincèrement déçu. « Je ne peux pas faire ça, Élise. Ou devrais-je dire, Manon ?» Le sang d'Élise se glaça. Elle lança un regard affolé à Maxime qui, d'un geste vif, tenta de saisir le volant. Philippe donna un violent coup de frein qui les projeta tous en avant. En un éclair, il sortit un pistolet de sa veste et le pointa sur Maxime. « Je ne voudrais pas avoir à m'en servir, » dit-il calmement. « Mais je le ferai si vous m'y obligez. Vous n'êtes pas avec le roi, » constata Maxime, les dents serrées. « Perspicace, » railla Philippe. « Non, je ne suis pas avec ce vieux fouineur. En fait, à l'heure qu'il est, il doit être en train de chercher un moyen de sortir du hangar où mes hommes l'ont enfermé. » Élise sentit son monde s'effondrer, leur unique allié neutralisé. Ils étaient maintenant à la merci du fils de l'homme, qui avait orchestré son enlèvement 25 ans plus tôt. « Où nous emmenez-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Dans un endroit tranquille où nous pourrons discuter sans être dérangés » répondit Philippe en reprenant la route. « Mon père souhaite vous rencontrer, officiellement cette fois. » La voiture s'engagea sur un chemin forestier à peine carrossable. Les phares éclairaient à peine la végétation dense qui semblait vouloir les avaler. Élise cherchait désespérément une issue, mais avec une arme pointée sur eux et nulle part où fuir dans cette forêt inconnue, leurs options étaient limitées. Après plusieurs minutes qui semblèrent une éternité, ils débouchèrent dans une clairière où se dressait une petite maison de chasse. 2 SUV noirs étaient déjà garés devant. Philippe s'arrêta et fit signe à ses passagers de descendre. « Soyez raisonnables, » conseilla-t-il. « Personne ne souhaite vous faire de mal. Mon père veut simplement s'assurer que certaines informations restent de privé. » Encadrés par 2 hommes massifs qui étaient sortis de la maison, Maxime et Élise furent d'eau conduits à l'intérieur, dans le salon rustique, éclairé par un feu de cheminée. Lucien Derville les attendait, confortablement installé dans un fauteuil en cuir, un verre de cognac à la main. « Élise, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ou devrais-je dire Jeanne ? Ou peut-être préfères-tu Manon ? Tu as eu tellement de noms au fil des ans. »
Elle le fixa avec un mélange de peur et de défi. « Mon nom est Élise Valois, et vous le savez parfaitement, oncle Lucien. » Le sourire du sénateur se figea. « Je vois que tu as fait tes petites recherches. J'ai lu la lettre de Claudine, » confirma-t-elle. « Je sais tout. » Lucien reposa son verre et se leva lentement. « Alors tu sais que j'ai une réputation et une carrière à protéger. Une carrière qui serait détruite si cette histoire malheureuse venait à être révélée. »« Malheureuse », s'indigna Maxime. « Vous appelez l'enlèvement d'une enfant une histoire malheureuse. Les jeunes, toujours si dramatiques, » soupira Lucien. « Ce n'était qu'une forme de justice poétique. Henri m'avait tout pris, absolument tout. » Il s'approcha d'Élise, la scrutant comme une curiosité. « Tu lui ressembles tellement. À ta mère, Claire, ma Claire, avant qu'il ne me la vole aussi. Elle n'a jamais été vôtre, » répliqua froidement Élise. Un éclair de fureur traversa le regard de Lucien. Elle l'aurait été si Valois n'était pas apparu. Nous étions faits l'un pour l'autre. Son éclat laissa place à un calme encore plus inquiétant. Mais tout cela appartient au passé. Ce qui m'importe maintenant, c'est le présent et votre. Discrétion absolue. Il fit un signe à Philippe, qui s'approcha avec une mallette. 5 millions d'euros, de quoi commencer une nouvelle vie, loin d'ici, aux États-Unis, peut-être, ou en Australie, n'importe où, tant que vous disparaissez tous les deux. Élise regarda la mallette avec dégoût. Vous croyez pouvoir acheter mon silence ? Après avoir volé 25 ans de ma vie, de la vie de mon père. Lucien secoua la tête, comme déçu par tant de naïveté. Ce n'est pas une proposition, Élise. C'est la seule issue qui vous laisse en vie, tous les deux. Henri Valois n'était pas homme à rester les bras croisés, quand son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Cela faisait maintenant 2 heures que le Roy aurait dû arriver avec Maxime et sa fille. Sa fille. Cette pensée faisait encore chavirer son cœur. « Albert !» appela-t-il en descendant précipitamment l'escalier. « Appelez Maurice. J'ai besoin de lui immédiatement. » Le vieux majordome hocha la tête et disparut. Quelques minutes plus tard, le jardinier bourru se présentait dans le hall, intrigué par cette convocation nocturne. « Le roi n'est pas rentré avec Maxime et Jeanne, » expliqua Henri. « Quelque chose ne va pas. »« Et qu'est-ce que j'y peux ?» grommela Maurice. « Vous étiez dans les forces spéciales avant de devenir jardinier. »« N'est-ce pas ?» demanda Henri, surprenant les 2 hommes. « Ne faites pas cette tête, Maurice. Je l'ai toujours su, votre manière de vous déplacer, votre vigilance constante. On ne trompe pas un vieil homme comme moi. » Maurice jeta un regard à Albert, qui haussa légèrement les épaules. Leur patron les surprendrait toujours. « D'accord, » admit Maurice. « J'ai servi 20 ans, et alors ? Alors j'ai besoin de ces compétences maintenant, d'Herville à Maxime et ma fille. »« Votre fille » répéta Maurice, perplexe. « Jeanne et Élise » intervint Albert doucement. « Nous en sommes presque certains maintenant. » Maurice resta silencieux un moment, puis hocha sèchement la tête. « J'ai gardé quelques contacts et quelques outils. Où pensez-vous qu'ils soient ?» Pendant ce temps, dans la maison de chasse, Lucien d'Herville s'impatientait. « C'est votre dernière chance, » menaça-t-il. « Acceptez l'argent et disparaissez, ou quoi ?» défia Élise. « Vous allez nous tuer comme vous avez probablement tué Claudine. » Lucien eut un sourire glacial. « Ma chère sœur a malheureusement succombé à une dépression, du moins c'est ce que dira son dossier médical. » Maxime, qui avait observé la pièce et ses occupants avec attention, intervint soudain. « Et comment comptez-vous expliquer notre disparition ? Avec votre expertise en accidents ? Les accidents arrivent si facilement, » confirma Lucien d'un ton détaché. « Surtout dans ces routes de campagne sinueuses. La nuit, après quelques verres de trop, tragique, mais si banal, il consulta sa montre avec impatience. « Vous avez encore 10 minutes pour décider. Après quoi, Philippe et ses hommes vous emmèneront faire une dernière balade. » Il quitta la pièce, laissant les 2 jeunes gens sous la surveillance de Philippe et des 2 gardes armés. « Des idées !» murmura Élise. « Une seule !» chuchota Maxime. « Mais ça va être risqué. » Il se tourna vers Philippe qui, contrairement à son père, semblait mal à l'aise avec la situation. « Vous n'êtes pas comme lui !» lança Maxime. « Je le vois dans vos yeux. Vous n'êtes pas un tueur. » Philippe détourna le regard. « Vous ne savez rien de moi. Je sais que si vous étiez réellement prêt à nous tuer, vous n'auriez pas pris la peine de nous amener ici pour négocier. C'était l'idée de mon père, » répliqua Philippe. « Exactement son idée, pas la vôtre. » Maxime s'avança légèrement.
Vous connaissez toute l'histoire, n'est-ce pas? Comment votre père a enlevé une enfant de 5 ans par vengeance? Comment il a détruit 2 vies par pure obsession? Philippe jeta un regard nerveux vers la porte. Taisez-vous. Et maintenant il s'apprête à en détruire 2 autres, ou plutôt, il veut que vous les détruisiez pour lui, pour protéger sa précieuse carrière. Est-ce vraiment l'homme que vous voulez servir? L'homme que vous voulez devenir? Un silence pesant s'installa. Les 2 gardes échangèrent des regards incertains. L'un d'eux fit un pas en avant. « Ça suffit », gronda-t-il. « Encore un mot et… » Un bruit sourd l'interrompit, comme un corps qui tombe, puis un second. Tous se figèrent. « Qu'est-ce que c'était » s'alarma Philippe. La porte s'ouvrit brusquement. Le roi y apparut, échevelé mais bien vivant, un pistolet à la main. Derrière lui se tenait Maurice, méconnaissable avec son expression froide et déterminée. « Mains en l'air », ordonna l'ancien commissaire. « Tout le monde !» Les gardes hésitèrent, leurs mains s'approchant dangereusement de leurs armes. Maurice s'avança d'un pas, et quelque chose dans son attitude les fit renoncer immédiatement. « Comment ?» balbutia Élise. « Maurice a trouvé le hangar où j'étais enfermé », expliqua brièvement le roué. « Heureusement que tes kidnappeurs n'étaient pas très professionnels. » Philippe avait lentement reculé vers le mur. « C'est terminé, » murmura-t-il. « Il va tous nous faire tuer. »« Qui ? Votre père ?» demanda Maurice. « Où est-il » Comme en réponse à sa question, un coup de feu retentit depuis l'extérieur, puis des cris confus. « Il y a d'autres personnes avec vous » interrogea Philippe, soudain inquiet. « Henri » comprit Élise. « Il est venu. » Profitant de la confusion, l'un des gardes tenta de dégainer son arme. Maurice réagit avec une rapidité surprenante pour un homme de son âge, en 3 mouvements fluides. Le garde se retrouva au sol, désarmé et immobilisé. La porte s'ouvrit à nouveau, révélant Henri, le visage déterminé, un fusil de chasse à la main. Albert apparut derrière lui, conduisant devant lui un Lucien Derville livide de rage. « C'est fini, Lucien », déclara Henri. « Après toutes ces années, c'est enfin fini. » Élise s'avança lentement vers son père, leurs regards se croisant dans un moment de reconnaissance silencieuse qui transcendait les années perdues. « C'est elle ?» souffla Henri, des larmes dans les yeux. « C'est vraiment toi, ma petite fille. »« Papa » murmura-t-elle, ce mot étrange et familier à la fois. Henri posa son fusil et ouvrit les bras. Élise s'y précipita sans hésiter, comme si son corps se souvenait de ce que son esprit avait oublié. Un sanglot étouffé s'échappa de la gorge d'Henri, tandis qu'il serrait sa fille retrouvée contre son cœur. « Touchant » cracha Lucien. « Mais ça ne change rien. Ma parole contre la vôtre. Qui croira cette histoire rocambolesque après 25 ans ? Tout le monde » répondit calmement le roi en brandissant un petit enregistreur. « Surtout avec vos aveux si éloquents de tout à l'heure, sans compter le témoignage de votre fils, Philippe, qui avait écouté en silence, s'avança soudain. « Je témoignerai » confirma-t-il. « J'en ai assez des mensonges et de la peur, des années à soupçonner, à étouffer mes doutes. C'est terminé. Toi, rugit Lucien, mon propre fils, jamais. C'est déjà fait, répondit Philippe en sortant son téléphone. J'ai tout enregistré. Notre conversation dans votre bureau la semaine dernière. Quand vous avez paniqué en apprenant qu'elle était de retour, et d'autres conversations bien plus incriminantes datant de ces dernières années. Le visage de Lucien se décomposa. Tout son monde s'effondrait en quelques minutes. « Pourquoi » demanda-t-il dans un souffle. « Pour Claudine » répondit simplement Philippe. « Ma tante, que vous avez fait interner puis suicider quand elle a menacé de tout révéler. J'avais 12 ans. J'ai toujours su que sa mort n'était pas naturelle. 1 heure plus tard, la police de Beaune emmenait Lucien Derville, menotté et défait. Le préfet lui-même était venu superviser l'arrestation. Comprenant immédiatement l'ampleur du scandale qui s'annonçait, au domaine des Valois, dans le petit salon que Henri avait si longtemps occupé seul, père et fille étaient assis côte à côte. Maurice, Albert, Maxime et le roi s'étaient discrètement retirés, leur laissant ce moment d'intimité si longtemps différé. « Je n'arrive pas à croire que cette histoire soit enfin terminée », murmura Henri. « Pendant 25 ans, pas un jour n'est passé sans que je pense à toi, sans que je te cherche. Et moi, pendant 25 ans, j'ai rêvé d'un jardin et d'une balançoire. Sans comprendre pourquoi, répondit doucement Élise. J'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose d'essentiel, comme si une partie de moi était ailleurs. Elle toucha son pendentif en forme de rose bleue. C'est étrange,
Même sans me souvenir, une partie de moi n'a jamais oublié. » Henri sortit de sa poche le pendentif jumeau. « Les roses bleues n'existent pas dans la nature, » dit-il avec un sourire nostalgique. « Ta mère disait qu'elle représentait l'impossible devenu possible. C'est pourquoi j'ai choisi ce symbole pour tes bijoux, parce que tu étais notre miracle. Et maintenant ?» demanda Élise, incertaine devant ce nouvel avenir qui s'ouvrait devant elle. « Maintenant, nous avons tout le temps du monde pour réapprendre à nous connaître, » répondit Henri en prenant sa main, « pour reconstruire ce que Derville nous a volé. » Un bruit discret à la porte les interrompit. C'était Maxime, l'air hésitant. « Pardonnez-moi, » dit-il doucement. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. » Élise lui sourit, lui tendant la main. « Plus que bien. Viens. » Maxime s'approcha et prit place à côté d'elle. Henri observa avec émotion le regard qu'ils échangèrent. Un regard où se lisait une promesse d'avenir. Par la fenêtre, l'aube pointait doucement à l'horizon, baignant les vignobles d'une lumière dorée. Une nouvelle journée commençait au domaine des Valois. La première de nombreuses autres, où les rires remplaceraient enfin le silence. Où la vie reprendrait ses droits après un quart de siècle d'attente. Dans le jardin, la vieille balançoire se balançait légèrement sous la brise matinale, comme si elle aussi célébrait le retour de celle qu'elle avait si longtemps attendue.